De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles technologies, vous le savez, mais aussi l'actualité des télécoms. Régulièrement, on fait des points sur les avancées en matière de fibre optique, vous le savez, de très haut débit, de 4G. Et vous l'avez sans doute remarqué, actuellement, c'est la bataille de la 4G. Et pour en parler, j'ai invité le patron d'SFR, le directeur général d'SFR, Michel Paulin. Bonjour Michel Paulin. Bonjour François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes donc le directeur général d'SFR, fraîchement arrivé. Vous êtes là depuis combien de temps déjà ? Depuis mai. Depuis mai, ça fait presque un an déjà. Et on va parler avec vous de SFR, de cet opérateur qui est le deuxième en France, rappelons-le, qui a été un petit peu, il faut quand même le dire, on va parler des choses qui fâchent, Michel Paulin, un peu malmené ces dernières années en matière de qualité de réseau, etc. D'ailleurs, on a eu beaucoup de messages de la part d'internautes qui se plaignaient d'un réseau 4G défaillant chez SFR. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel Paulin ? Pourquoi il y a eu, une espèce de creux de la vague d'SFR il y a quelques mois de cela ? Écoutez, on préfère toujours parler de l'avenir plutôt que de parler On du va en passé. parler après. Mais je vais commencer effectivement par un petit peu d'histoire. Et dans notre monde des technologies, l'histoire parfois s'accélère et va très vite. Ce qui s'est passé, c'est que SFR effectivement était un opérateur leader. C'est d'ailleurs le premier qui a lancé la 4G en France. Et malheureusement, parce que dans l'histoire, il y a eu deux événements. Le premier, c'est qu'il y a eu un sous-investissement, très clairement, et j'expliquerai après que nous avons tourné cette page, et il y a eu l'acquisition par Numéricable de SFR. Ces deux événements-là ont fait que tout l'effort qui avait été fait sur la 4G a été un petit peu, non pas arrêté, mais en tout cas mis en sourdine, freiné, mis en sourdine. Et en plus, en 2015 et en début 2016, l'arrivée de Numéricable a fait que nous avons transformé notre usine. Et j'utilise le mot usine parce que les télécoms, on le voit comme une prestation de service, mais il faut savoir que derrière, il y a une usine, c'est une industrie de production. Et donc nous avons mis un nouveau modèle de déploiement du réseau mobile, et on parlera certainement aussi du réseau fixe. Et donc ces quelques années ont été une année de transition dans laquelle on a pris du retard, et nous sommes en train de le rattraper, et je n'en veux que les dernières preuves de chiffres. Avec donc ce retard sur le réseau qui a eu des conséquences assez dures, c'est-à-dire vous avez perdu des abonnés. C'est-à-dire des abonnés sont partis de chez SFR parce qu'ils n'étaient pas contents de la qualité de service. Qu'est-ce que vous dites à ces anciens abonnés SFR qui sont peut-être passés chez la concurrence ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui ? Leur dire plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, SFR investit massivement dans son réseau. Nous investissons 2 milliards d'euros par an, et j'ai indiqué à l'ensemble du marché financier et aussi publiquement que nous allons poursuivre ce niveau d'investissement dans les 5 prochaines années. Donc 2 milliards d'euros aujourd'hui d'investissement. Le deuxième, c'est que nous investissons à la fois dans le réseau mobile et le réseau fixe, et depuis quelques semestres, tous les mois, nous sommes systématiquement l'opérateur qui déploie plus que les autres. Et nous sommes, en janvier, le deuxième opérateur en nombre de sites derrière Bouygues. Nous avons dépassé les deux autres, très largement Free. C'est-à-dire que vous avez plus d'émetteurs, on a plus d'émetteurs qu'Orange, tout à fait. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez une meilleure couverture qu'Orange ? Alors, c'est pas forcément corrélé les deux. Tout à fait, les deux ne sont pas tout à fait corrélés. Aujourd'hui, nous couvrons 80% de la population en 4G. Et notre ambition, fin 2017, c'est 90%. Fin 2018, 99% de la population. Mais nous ne voulons pas oublier non plus des zones qu'on appelle des zones rurales et les zones blanches. Et donc c'est pour ça que nous avons 50% de ce qu'on appelle la zone rurale qui est aujourd'hui découverte en 4G. Et l'ambition, c'est d'atteindre avant fin 2018 100% de la zone rurale. Et nous avons les 1% restants qui s'appellent les zones blanches, dans lesquelles nous avons un programme, d'ailleurs avec d'autres opérateurs, de 1300 sites additionnels que nous faisons dans les 4 prochaines années pour permettre d'aller plus loin et d'aller permettre à ces 1% qui aujourd'hui sont un petit peu isolés de pouvoir le faire. Donc ça, c'est la couverture. Mais je pense qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur la couverture, parce qu'après, il y a les usages. Et donc notre ambition, c'est aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait la capacité, parce que vous pouvez être couvert, mais mal couvert. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un investissement majeur pour pouvoir faire en sorte, alors c'est un tout petit peu technique, mais... dans la 4G, il y a besoin de 3, on peut aujourd'hui diffuser dans 3 bandes de diffusion. Et quand vous agrégez les fréquences, voilà, exactement, quand vous agrégez ces fréquences, les nouveaux terminaux peuvent avoir des débits qui vont jusqu'à 300 mégabits par seconde. Ils vont prendre toutes les fréquences, ils vont les agréger et ils vont multiplier les débits en fait. Exactement. C'est comme si j'avais plusieurs connexions à la maison que j'additionnais. Tout à fait. Donc aujourd'hui, en 4G, technologie dernière génération, ce qu'on appelle la 4G jusqu'à 300 mégabits par seconde, qui est un peu la première porte avant la 5G, vous pouvez atteindre des débits qui vont jusqu'à 300 mégabits par seconde. 300 mégabits par seconde, c'est quand même 15 fois plus que le DSL. Hein. Ouais, c'est un tiers de la fibre. Donc on est en train de parler de débits très élevés. Et nous sommes aujourd'hui dans un
un programme très très ambitieux pour permettre aujourd'hui d'atteindre 32 agglomérations qui vont aujourd'hui être capables d'avoir la 4G 300 MHz. Nous l'avons ouvert à Brest. C'était la première ville que nous avons ouverte. Ils ont la chance. Nos amis Ils ont la chance. J'étais hier à Nantes, ils l'ont à Nantes. On l'a aujourd'hui dans les grandes agglomérations et l'ambition, c'est vraiment de couvrir de plus en plus. Donc, on aura non seulement une couverture géographique de la population, mais également une capacité. Et aujourd'hui, dès à présent, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence nationale des fréquences, nous avons plus de capacité fréquentielle déployée sur le territoire français que tous nos compétiteurs. Nous sommes le numéro 1 en capacité fréquentielle déployée. Alors, quand vous dites 300 mégabits seconde, tout ça, c'est du, on va dire, c'est du théorique. Hein. On n'arrivera pas à 300 mégabits seconde, mais ça permet en tout cas d'avoir de l'oxygène quand on se connecte à un réseau et de pouvoir être des dizaines et des dizaines à surfer en même temps, télécharger des vidéos, etc. Donc, c'est une capacité qui est, voilà, on a moins de chances d'être bloqué quand on surfe. Hein, c'est ça en gros. Exactement. Et je veux dire, les bonnes nouvelles n'arrivent pas toutes seules, puisque nous sommes, comme je le disais, nous sommes l'Agence nationale des fréquences l'a dit, nous sommes aujourd'hui le premier en capacité. Mais il y a quelques jours, NPerf, qui est, vous savez, un des outils qui permet de mesurer, de tester les débits, a annoncé dans un tweet que nous étions aujourd'hui le premier en France en termes de qualité de service et de débit au niveau national sur la 4G. Donc ça prouve que non seulement nous avons maintenant rattrapé notre retard, mais que nous offrons une expérience aujourd'hui aux utilisateurs qui est au top niveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a pu connaître, c'est du passé où il reste encore quelques zones, on va dire, à réparer, entre guillemets. Est-ce que vous avez terminé votre travail de remise à niveau par rapport aux autres opérateurs, sincèrement? Alors aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, nous sommes dans un niveau qui est similaire. En revanche, nous souhaitons continuer notre investissement. Donc aujourd'hui, Michel Paulin, vous nous dites que le réseau SFR est d'aussi bonne qualité que celui d'Orange, de Bouygues. Alors Free, on sait qu'ils sont un peu en dessous. Voilà, ils ont moins d'émetteurs ouverts. C'est pas moi qui le dis, c'est NPerf. Oui, bien sûr, d'accord. Donc moi, je vous dis, c'est un. Non, mais c'est important pour tous ceux. Un organisme indépendant. Je prends un autre exemple dans le fixe. C'est Netflix qui dit aujourd'hui que nous sommes le premier sur le très haut débit. Et ils ont un indicateur mondial. Donc c'est Netflix, vous voyez, société américaine, qui aujourd'hui a un indicateur mondial qui s'appelle l'ISP Index. Et nous sommes numéro 1. Donc je ne le dis pas, je ne l'affirme pas. Je laisse les autres et je préfère apporter la preuve, comme quoi d'autres disent aujourd'hui, NPerf a indiqué que nous sommes aujourd'hui en qualité de service mesuré par cet outil qui est indépendant, qui est un système de navigation, nous sommes aujourd'hui le numéro 1. Donc, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. C'est pour ça que notre ambition, c'est de continuer à offrir encore plus. C'est pour ça que j'indiquais que nous allons atteindre 90% de la population, 99% de la population. Nous allons systématiquement déployer de la 4G+, et de la 4G avec du 300 MHz. Nous modernisons en permanence notre réseau. On va lancer aussi la voix sur LTE. Alors, qu'est-ce que c'est que la voix sur LTE? C'est que vous savez aujourd'hui que la 4G, il y a le data qui est en 4G et la voix qui est en 3G. Les nouvelles technologies, pour certains terminaux, permettent de faire en sorte que vous mettiez la voix dans la 4G. C'est de la voix sur IP. C'est de la voix sur IP en 4G. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une souplesse d'usage et aussi le fait qu'il y a un petit peu moins de latence dans le réseau. Donc c'est meilleur. Et puis la qualité du son est meilleure aussi. Meilleure de qualité de son. Le temps de faire un appel est plus court. Nous allons aussi lancer la voix sur Wi-Fi. Ça, il y a déjà des opérateurs français qui l'ont lancé. On va le lancer là en février, donc sur l'ensemble du monde business. Et business ou grand public aussi? Les deux. On va commencer par le business parce qu'il faut des terminaux qui sont un peu plus chers. Bien sûr, si vous avez ces terminaux-là, vous aurez la possibilité. Mais par exemple, j'ai un iPhone qui est compatible, je crois. Tout à fait. Dans quelques semaines, je vais passer vous allez passer en voix sur. Voilà, mais c'est un petit scoop, ça. C'est bien, c'est cool. Très bien. Mais aussi, on va le faire sur la voix sur Wi-Fi. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité dans votre maison, à travers le Wi-Fi que vous avez, de bénéficier des services, qui fait que ça augmente là aussi la couverture. Parce que outdoor devient indoor. Quand je rentre à la maison et que je capte mon Wi-Fi, mon appel passera non plus par le réseau mobile, mais par le Wi-Fi. Par le Wi-Fi et ensuite par le mobile. Voilà, c'est ce que fait Orange d'ailleurs. Orange l'a déjà. déjà. Donc 99% de la population couverte fin 2018. Voilà. Quand on voit aujourd'hui vos concurrents, en mobile, bien sûr. Mobile 4G. C'est déjà le cas en 3G. C'est déjà le cas en 3G, mais parce que vous avez un très bon réseau 3G. Voilà. Quand on voit vos concurrents, ils parlent déjà de la 5G. Voilà, Orange fait des tests de 5G, etc. Est-ce que le fait d'investir tous ces milliards dans la 4G va pas vous freiner finalement dans l'investissement de ce nouveau réseau qui est la 5G qui est prévu pour 2020-2022? Est-ce que c'est déjà dans le calendrier, Michel Paulin? Alors d'abord, la 5G, nous, on y travaille déjà aussi. Donc il y a des effets d'annonce. Et aujourd'hui, nous avons préféré montrer les preuves de l'amélioration aujourd'hui de notre réseau plutôt que de vous dire demain, ce sera, on va raser gratis. Donc ce n'était pas du tout notre ambition. La 5G, on y travaille, on fait des expérimentations. Il faut savoir que la 5G permet plus de débit.
et que les investissements, ils ne sont pas dupliqués, ils sont complémentaires. Pourquoi ? Parce que vous devez avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un backhaul. C'est-à-dire que, je prends une petite illustration, vous avez la 5G très puissante qui permet d'atteindre des débits de 1 giga sur votre smartphone, mais derrière, il faut des gros tuyaux. Parce que si vous avez des petits tuyaux pour être capable de faire que vous avez une capacité spectrale forte, Ça sert à rien. ça sert à rien. Donc, tout ce que l'on fait pour la 4G sert pour la 5G. Et donc, tous les investissements que nous faisons, c'est une chaîne de bout en bout. Ce n'est pas C'est-à-dire que uniquement... malgré tout, quand vous investissez dans la 4G, vous investissez déjà dans la 5G. Dans la 5G, pour avoir le cœur de réseau et l'ensemble de la transmission qui est capable de supporter ces débits-là. Et donc, tous ces investissements-là, ils ne sont pas redondants. Et donc, clairement, nous sommes convaincus que, oui, en 4G, nous avons l'ambition d'être le leader du très haut débit et que nous préparons la prochaine étape qui sera la 5G. C'est trop tôt de parler de 5G. Orange commence à s'exciter autour, là. Ou est-ce que c'est quoi ? C'est plutôt un effet d'annonce de la com ou véritablement ça a un sens d'ores et déjà de parler de la 5G ? À votre avis, ça va être lancé quand la 5G ? Écoutez, tout le monde dit que la 5G va arriver aux alentours de 2020, parce qu'il y a encore des petits sujets de normalisation et des batailles d'ailleurs intéressantes planétaires entre l'Europe et l'Asie. Je pense que vous êtes certainement attentif à ce genre de choses, sur lequel qui gagnera vraiment la bataille de la normalisation. Il y a des standards. Ouais, il y a des standards. Et donc, la 4G, la 3G, c'était plutôt le monde européen qui avait réussi à normaliser. Et maintenant, on est plutôt sur le monde asiatique qui est en train d'essayer de reprendre le leadership sur ces sujets-là. Donc, déjà, il y a le sujet de la normalisation. Nous, on pense que ça va aller vite. Mais ce n'est pas pour autant que ça va apparaître dans 2-3 ans, au niveau terminaux, au niveau réseau, qu'il ne faut pas s'y préparer, c'est ce qu'on fait. Donc nous, on a déjà fait des expérimentations 5G, mais aussi il faut préparer aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on investit massivement dans la 4G. À votre avis, la première ville couverte en 5G en France, ça sera par SFR, ça peut être à quel horizon ? Vous avez une idée ou pas ? Non, je ne vais pas me faire un scoop. Hein. J'essaie toujours. Attendez, j'ai la chance de vous avoir. J'ai déjà eu la voix sur IP en 4G. Non, c'est quoi ? Plutôt 2020, 2022 ? Vous savez pas trop ? Trop tôt. Bon, très bien. En tout cas, on voit que par votre sourire que vous y travaillez. Oui, rappelons que vous pouvez nous retrouver aussi en vidéo sur à la fois 01nettv.com et sur YouTube. Un mot aussi, on a parlé du mobile, je crois qu'on a été très clair. Un mot sur le fixe, avec cette poussée, donc à la fois, rappelons la particularité des SFR, c'est d'être à la fois en très haut débit sur le câble, qui a créé pas mal de polémiques, parce que certains, et vos petits camarades, disaient que ce n'était pas de la vraie fibre optique, parce que c'était justement du câble qui arrivait jusqu'à l'abonné. Mais vous avez aussi du FTTH, de la vraie fibre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quels sont on va dire, les checkpoints importants des SFR en matière de très haut débit aujourd'hui ? Alors, d'abord, nous sommes le leader du très haut débit en France, avec aujourd'hui 9,3 millions de clients et de foyers. Pas le leader de la fibre, le leader du très haut débit, ce n'est pas la même chose. J'ai fait attention au vocable, parce que, je pense que cette polémique est inutile et dérisoire. Mais je vais en parler parce que je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on a réussi à créer cette polémique. Et je prendrai à témoin un certain nombre d'éléments qui interviennent par rapport à ça, la dernière étant la Cour des comptes. Forcément une institution qui a raison. Qu'on respecte. Voilà, qui est respectable. Et donc, nous sommes le leader avec 9,3 millions de foyers connectables aujourd'hui en très haut débit. Oui, puisque rappelons qu'SFR aujourd'hui, c'est aussi numéricable. Donc, vous récupérez toutes les prises de numéricable. Et donc, et notre ambition, c'est d'atteindre avant fin 2017 11 millions de foyers raccordables en très haut débit. Aujourd'hui, il faut savoir que la montée en débit du câble fait que nous l'avons terminé là cette année. À peu près 100% du câble permettra d'avoir des débits qui seront des débits de 1 giga en download et de 200 mégas en upload fin 2018. 100 mégas dès mars 2017, nous l'avons annoncé, et 2018, 200 mégas. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui... C'est exactement la même chose que sur la fibre. Et on a fait d'ailleurs une conférence de presse il y a quelques semaines dans laquelle on avait mis les deux indicateurs, et les indicateurs étaient tout à fait similaires, voire même il y avait eu une qualité qui était légèrement meilleure sur le câble. C'était live. Donc, vous n'avez pas trafiqué les trucs. Non, c'est pas votre genre. Non, c'est pas notre genre. Et en plus, honnêtement, c'est pas ça. C'est que je pense que cette polémique est dépassée. Les clients aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est avoir du débit, du bon surf, du bon ping, une latence qui soit excellente. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Donc après, par où ça passe ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut garantir que 100% de tout passe par de la fibre ? Ça, c'est des polémiques qui sont inutiles. Et j'en veux que pour preuve ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, la France a été, c'est la Cour des comptes qui le dit, et malheureusement dans les derniers en déploiement de très haut débit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si vous voyez ce qui s'est passé dans l'Europe du Nord, c'est qu'en fin de compte, il y a 5 ans, en Europe du Nord, qui avait des câbles opérateurs, ont fait ce qu'on appelle la montée en débit, ce que nous avons fini, mais nous avons intervenu en 2017 pour permettre d'avoir un très haut débit. Et donc préparer le très haut débit avec l'ensemble des technologies. La France n'a pas fait ça.
Et donc, elle est en retard. Et donc, nous sommes convaincus aujourd'hui que SFR avait la bonne stratégie, de faire en sorte qu'on donne aujourd'hui aux clients sur 9,3, et je insiste, 9,3 millions de foyers qui peuvent avoir du très haut débit jusqu'à 1 giga. Et ensuite, maintenant, l'ensemble de notre déploiement se fait en fibre jusqu'au bout. Parce que bien entendu, à terme, c'est une technologie qui pourrait apporter, avec les évolutions on va dire technologiques. que c'est pur, la fibre. C'est-à-dire Voilà. qu'en fait, il n'y a pas de limite aujourd'hui technique. En tout cas, il y a toujours des limites, mais celle-là, elle est vraiment très 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 lointaine. Oui, puis mais si vous prenez aujourd'hui la fibre en GPON 1, c'est 1 giga de capacité. En câble, c'est 1 giga, c'est similaire. Oui, c'est équivalent. La nouvelle norme de câble permet d'atteindre 10 gigas. Et la nouvelle norme de GPON 2 permet d'atteindre 10 gigas. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors c'est vrai qu'avec la fibre, vous pouvez encore aller plus loin. Il existe déjà dans notre backbone de la capacité de 40, 100 gigas sur chacune des formes. Et quand vous allumez plusieurs lambda, vous pouvez aller encore plus loin. Donc c'est vrai qu'il y a un potentiel fort. Maintenant, est-ce que vous avez besoin tout de suite aujourd'hui de 40 gigas chez vous? Vous êtes, je sais, un grand consommateur des technologies nouvelles, mais à ce point-là... Non, mais c'est vrai que c'est déjà pas mal. Juste une petite question, parce qu'on parle de gigas et qui donne le tournis, c'est vrai, mais là, je pense à tous ceux qui nous regardent, peut-être en vidéo, avec une définition pas très bonne, parce qu'ils sont à la fin de leur réseau ADSL, ils sont peut-être en campagne, et ça les fait bien marrer, tous ces chiffres qu'on leur balance comme ça. Bouygues Télécom vient de lancer une initiative assez intéressante avec une box 4G qui permet en fait parfois d'améliorer de manière significative la connexion qu'on a à la maison si on est par exemple en bout d'ADSL ou si on n'a pas de fibre, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et deux, est-ce qu'on pourrait avoir une offre similaire chez SFR dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors, deux éléments, peut-être je vais répondre d'abord sur l'importance qu'on apporte à déployer aussi sur l'ensemble du territoire français. Vous savez que réglementairement, le territoire français a été découpé en 3 zones. Une zone très dense, une zone moyennement dense et une zone qu'on appelle peu dense, qui est... les 2 premières sont sur initiative privée et financement, et c'est là que SFR investit 2 milliards d'euros. En revanche, dans ce qu'on appelle les zones d'initiative publique, les RIP, eh bien, c'est du cofinancement. Aujourd'hui, SFR est le premier opérateur de RIP en France. Et c'est le premier client des RIP en France. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait le plus de partenariats avec les collectivités locales dans des zones qui pourraient être des zones un peu plus reculées pour pouvoir offrir aujourd'hui le très haut débit en France. C'est vraiment une volonté très forte de SFR. Nous avons 28 accords avec des collectivités locales pour permettre d'accéder à du très haut débit aujourd'hui en France. Et nous sommes le premier. Donc nous, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'on pense qu'il va falloir qu'on étende le très haut débit à des territoires qui aujourd'hui sont des territoires plus éloignés. Et on sait que c'est un sujet de compétitivité. C'est aussi, regardez bien la télévision avec une autre définition, mais c'est aussi un sujet de compétitivité des territoires pour les entreprises, parce que la fibre devient un argument de compétitivité. Donc c'était juste pour dire qu'aujourd'hui, SFR n'est pas du tout attentiste sur cette position-là. Oui, mais on est d'accord qu'il y aura des zones qui ne seront jamais couvertes en fibre, Michel Paulin. Je veux dire, un hameau qui est perdu au fin fond de la montagne, il n'aura jamais de la fibre. C'est pas tout à fait vrai. Regardez, on a signé une convention sur l'Isère, dans lequel nous sommes engagés de couvrir 100% de l'ensemble de toutes les communes de la DSP. Donc ça veut dire que même en montagne, et Dieu sait que c'est compliqué en montagne de faire de la fibre, ce sera 100% du territoire qui sera couvert. Donc on peut arriver, à votre avis, à terme? Alors ça prendra du temps. L'ambition aujourd'hui, c'est un premier rendez-vous qui est en 2020. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui accélérer sur la zone moyennement dense, et c'est pour ça que publiquement j'ai annoncé que nous souhaitons renégocier l'accord avec Orange pour rééquilibrer, pour qu'à 2 nous allions plus vite pour déployer, parce que si vous êtes 2, ça déploiera plus vite, et en plus je pense pour le panorama concurrentiel. Et pas forcément couvrir les mêmes zones, quoi, c'est ça. Bien sûr, c'est partagé. Et donc aujourd'hui, on pense que cette répartition est un petit peu inégalitaire, et on souhaite le promouvoir. Après, sur la 4G, je pense que c'est effectivement une idée intéressante. En revanche, il faut se rendre compte que, et j'ai cru comprendre qu'il y a eu tout un petit débat au départ sur savoir si le débit était capé ou pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Parce que il faut pas que ça... D'après les dernières news que j'ai, c'est du vrai illimité. C'est-à-dire que sauf pour les, on va dire, les énormes consommateurs qui vont consommer des gigas et des gigas. Mais visiblement, c'est l'illimité. D'accord. Et parce que je n'avais pas compris ça tout au début, mais c'est vous qui êtes certainement l'arbitre de cette solution-là. Nous, on pense que c'est effectivement une bonne idée. Et d'ailleurs, on a des solutions de cette union-là, puisque quand vous êtes sur votre smartphone, vous l'avez. Oui, mais c'est toujours capé, comme vous dites. C'est-à-dire qu'on n'est pas en illimité. Non, on n'est pas en illimité. C'est pour un usage mobile. Et surtout, ce qu'on pense, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça perturbe les gens qui sont sur la même antenne à côté. Le problème de l'illimité quand vous êtes sur des infrastructures mobiles, c'est que vous utilisez le spectre et les autres peuvent plus l'utiliser. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bouygues développe ça que dans les zones, on va dire, peu denses. Et à caractère assez limité. Et donc, on pense que c'est une bonne idée. Je pense que nous, on n'oppose pas le mobile vous allez y aller fixe. ou pas?
on réfléchit à ce genre-là. On n'oppose pas le fixe et le mobile. On pense qu'aujourd'hui, c'est des usages qui sont différents. Vous arrivez au foyer, vous voulez avoir aujourd'hui du très haut débit. Quand vous êtes en itinérance ou que vous êtes dans votre jardin ou un petit peu, vous utilisez le mobile. Et quand vous utilisez le mobile chez vous, vous pouvez basculer aujourd'hui sur le fixe sans vous en rendre compte. Donc nous, on pense qu'il n'y a pas d'opposition. Et on pense qu'il faut vraiment avoir des services qui soient complémentaires. Et on a beaucoup travaillé justement. Alors cette idée-là, c'est connu. Hein, le partenaire en plus technologique, il est connu avec celui de Bouygues. Oui, c'est Huawei. Oui, c'est Huawei. Oui. Donc ces solutions, elles sont des solutions. On préfère, nous, aujourd'hui, être bien sûr qu'on va garder la qualité de service pour la totalité du foyer et des mobiles qui sont autour. Très bien. Dernier petit chapitre, on va y aller rapidement, c'est comment se différencier aujourd'hui entre tous ces opérateurs qui finalement proposent de la 4G, du très haut débit, que ce soit en fibre, ADSL, etc. Vous avez décidé de mettre l'accent sur du contenu, avec du sport, avec des séries. Vous achetez du contenu, vous produisez du contenu. Pour être tout à fait transparent, SFR est aujourd'hui l'actionnaire de Next Radio TV, qui est donc RMC 01net TV. Donc voilà, il faut être quand même transparent. Vous investissez sur ces contenus. À votre avis, c'est la pierre angulaire, c'est ce qui fera la différenciation aujourd'hui et demain entre un opérateur lambda et un autre. Le fait en plus de proposer du très haut débit, de tous ces services, du contenu. On pense que c'est un élément de différenciation, mais c'est aussi un élément de compétitivité. Aujourd'hui, personne ne s'interroge quand Facebook fait WhatsApp sur le SMS et sur la voix. Aujourd'hui, c'est déjà un acteur convergent Facebook. Quand Facebook lance aujourd'hui de la vidéo sur Facebook, il est un acteur de contenu. Donc aujourd'hui, des acteurs comme Google ou Facebook sont des acteurs qui sont déjà des acteurs convergents. Et ça n'interroge personne. Aujourd'hui, vous pouvez faire de la voix sur Facebook. Et donc, ça veut dire que c'est un compétiteur, Facebook. Et donc, on pense que c'est une réalité aujourd'hui. Et ce débat-là, il n'existe pas aux États-Unis, ou il n'existe pas en Asie, ou il n'existe pas en Angleterre. On l'a un peu en France parce qu'il y a eu un peu le syndrome Vivendi-Messier qui a créé l'espèce d'antagonisme. Et alors, peut-être qu'il ne faut pas avoir raison un peu trop tôt, peut-être. Trop tôt, je ne sais pas. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ces mondes-là sont des mondes qui sont en train de se mélanger, dans lesquels il y a, sans exclusivité, des intérêts et des différenciations. Donc, sans exclusivité, c'est ce que vous dites, ça c'est hyper important. Oui. Parce que c'est vrai que pour le consommateur, ça commence à devenir un peu compliqué. Je suis abonné chez Free, je veux la Champions League, je peux pas. Je veux avoir une série dont vous avez acheté les droits, je ne peux pas. Est-ce qu'on va pas créer des silos en fait comme ça? Et est-ce que finalement moi, qui suis fan de sport et fan de cinéma, je vais être obligé de m'abonner à plusieurs opérateurs? Comment ça va se passer? Je vais vous répondre que SFR est quand même, ça existait avec Canal. Et personne s'en offusquait. Si vous n'étiez pas Canal, il y avait plein de choses auxquelles vous n'avez pas le droit. On a l'impression que ces opérateurs se multiplient. Vous avez Netflix qui a des contenus exclusifs. Ouais. Vous avez Canal+. Et donc, il y a vous. Aujourd'hui, nous avons lancé des offres sur nos boîtes, sur nos box, qui permettent aujourd'hui de définir ces contenus. Mais comme on ne croit pas à l'exclusivité, et d'ailleurs on propose ces services-là à tous les box, pour l'instant c'est plutôt eux qui n'ont pas accepté de les diffuser. Aujourd'hui vous dites à Orange, Bouygues, Free, on l'a dit au SFR CSA, Sport par exemple qui diffuse la Champions League, vous pouvez reprendre notre... alors évidemment moyennant finance, etc. Mais bien sûr. Il faut comme vous le savez, il y a un aujourd'hui. Mais pour l'instant ils l'ont refusé, mais bon, nous ne désespérons pas. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une offre. Le SFR avant le sport, non, qui les énerve un peu, non? Peut-être, ça c'est un sujet de marque. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui vous avez SFR Sport qui est disponible en OTT. Donc ça veut dire que si vous êtes client aujourd'hui d'un autre opérateur mobile ou fixe, vous pouvez le faire, ce qui vous permet d'avoir accédé à l'ensemble de ces contenus. On a lancé SFR Play en OTT là il y a quelques semaines, ce qui fait que vous pouvez bénéficier. Comme Netflix en fait. C'est du Netflix. Je peux le regarder sur les tablettes. Et vous pouvez le regarder sur tablette, sur le smartphone ou en AirPlay ou en Chromecast, vous pouvez le voir sur votre télé. Mais c'est pas effrayant cette multiplicité d'abonnements, Michel Paulin? C'est-à-dire que si je veux Netflix, je vais payer 10 €. Je veux SFR Play, je vais payer 10 €. Je veux Canal+, je vais payer 15 € ou voire plus. C'est un peu, pour le consommateur, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher en fait. Oui, mais en même temps, si vous regardez les analyses qu'on fait aujourd'hui sur les consommations, prouvent qu'il y existe plusieurs modes de consommation. Vous avez des consommateurs qui veulent des bundles, qui veulent avoir un abonnement dans lequel ils ont la totalité avec une multitude de services. Il y a des gens qui veulent être à la carte et qui sont prêts à payer le prix. Il y a des gens qui veulent au contraire être à la carte, qui veulent avoir vraiment et qui sont prêts à payer et qui sont souvent des consommateurs avisés et qui disent je veux ça, 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 ça et qui à ce moment-là ont une interaction avec le fournisseur qui est directe
souvent d'ailleurs maintenant via Internet, et qui Là, leur vous permettent... parlez Netflix. Par hein, exemple, typiquement. Netflix. Oui, c'est un exemple. Alors, nous, on a trouvé notre public avec SFR Sport sur OTT. C'est clair qu'aujourd'hui, on le voit, ça marche bien. Un autre produit, c'est SFR Presse. C'est quelque chose de très intéressant. Vous savez que la presse aujourd'hui est quand même sous tension. C'est un marché complexe. Eh bien, SFR Presse, c'est ce que nous donnons à nos abonnés ou que nous donnons en OTT pour pouvoir bénéficier de la presse sur l'ensemble des écrans en illimité. On a 65 titres aujourd'hui qui sont disponibles. Et tous les mois, nous avons une augmentation de l'audience et du nombre de téléchargements de SFR Presse. On l'a lancé il y a quelques mois. Et vous rémunérez évidemment tous ces journaux. Et nous rémunérons. En Voilà. plus, on pense que Donc c'est un un effet nouveau vertueux. modèle économique qui pourra peut-être sauver la presse écrite. Sauvé, je l'espère. Michel Paulin, dernière question sur Netflix. On voit que bon, quand on parle de Netflix, c'est quelque chose qui est un peu tendu. Est-ce qu'on peut demain imaginer avoir Netflix sur les box SFR? Non? On verra. Je vous laisse sourire. Je sais pas. Je vous pose une question. Ce sourire, on peut l'interpréter de diverses manières. Interpréter. On verra bien. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup, Michel Paulin, d'avoir merci à vous. répondu à toutes nos questions. Voilà, je crois qu'on a fait le point sur la 4G, sur la fibre optique, sur tout le très haut débit, et puis aussi cette stratégie de contenu qui est assez, on va dire, punchy chez SFR. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec nous. De quoi je me mêle, la suite dans un instant, et on va changer complètement d'univers avec Pépé Garcia qui me rejoint. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.